procès des frères rédemptoristes a repris cette semaine à Québec et voilà que des hommes de la région de Thetford Mines nous interpellent et disent écoutez, nous aussi, on a été agressés par un prêtre. C'est arrivé il y a plusieurs années. Maintenant, on voudrait déposer une plainte, mais parce que ça s'est déroulé il y a longtemps, on ne nous écoute pas. Alors, on va essayer de comprendre ce qui se passe en parlant avec M. Pierre Bolduc, qui est dans nos studios de Québec. Bonsoir, M. Bolduc. Bonsoir, monsieur. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous avez vécu, vous? J'ai eu une agression. Premièrement, j'aimerais saluer les 3 autres victimes avec moi, Jean-Yves, Jean et Denis. Moi, ça s'est passé en 1969 avec le curé de la paroisse, M. Jean-Marie Bégin. Dans une lettre qui justifie votre plainte, vous expliquez que vous étiez très près à ce moment-là du curé du village, avant que ce soit lui, près de son prédécesseur. Vous alliez là souvent, puis vous étiez accueilli, puis c'est du monde eu de problèmes sexuels avec... Jamais. Donc, pourquoi vous alliez là souvent au presbytère quand vous étiez jeune? Bien, nous autres, moi et mon frère, on avait, comme on dit, des pièges à lièvres dans notre région, pas très loin de chez nous. Puis les 2 curés, c'était 2 frères qui aimaient beaucoup ça, manger du lièvre, puis ils nous donnaient 25 sous par bête à chaque fois qu'on leur en apportait. Puis, vu qu'on est très sportif, on regardait le match d'hockey, on n'avait pas de télé chez nous. Le samedi soir, on regardait la game d'hockey avec eux, puis on n'a jamais eu aucun problème avec ces 2-là. Donc, on avait nos entrées au presbytère. Puis quand M. Bégin est arrivé, bien... les gens de la paroisse ont dit enfin un curé qui va s'occuper de nos jeunes. OK. Et il s'en est occupé, c'est le cas de le dire, là, ce curé-là. Racontez-moi comment ça a commencé, parce que vous avez continué, vous aviez vos habitudes, vous alliez au presbytère, vous avez continué de le faire. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bien, il y avait une table de ping-pong dans le sous-sol du presbytère. On allait jouer là, moi et mon frère, puis tout ça. Puis... il jouait avec nous autres, tu sais, il courait après nous autres, il nous frottait avec sa barbe, puis mon frère, il s'est sauvé tout de suite, lui. Moi, ben je trouvais ça rigolo, je trouvais ça drôle, ça fait que c'était un jeu. Puis jusqu'à un bon samedi, il nous a invités à aller voir un film à Québec. OK. Et vous aviez quel âge? J'avais 12 ans. OK, 12 ans. Alors, vous allez à Québec? Oui. OK. Le film, c'était Les souliers de Saint-Pierre, ça venait de sortir. On a regardé le film et tout et tout. Il était toujours extrêmement gentil, tout ça. Puis quand on est revenu, en fin d'après-midi, il dit vous allez rester à coucher au presbytère, puis tout ça. Mon frère, il dit non. Il dit moi, je m'en vais. Bien, il dit Bégin, il a dit bien, tu diras à tes parents que Pierre va coucher au presbytère. Et vous êtes resté là? Et je suis resté là. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Ah, ben. Il m'a montré ma chambre au 2e étage. Je suis allé me coucher, puis je me souviens très bien, c'était l'hiver, j'avais mes sous-vêtements d'hiver, j'avais pas de pyjama. Et puis je me suis couché, j'ai fermé la porte. Ça faisait peut-être 5-10 minutes. La porte a ouvert et c'était lui. Il était en pyjama. Il s'est couché au côté de moi. Il a commencé à m'embrasser. Il m'a enlevé mes vêtements. Il s'est déshabillé complètement. Puis, il s'est masturbé, puis il est venu sur moi. Et vous n'aviez aucune idée de ce qui se passait? Non. Vous étiez en plein désarroi, là. J'ai gelé comme une barre. Ensuite, quand il a eu terminé, il m'a donné une boîte de Kleenex, puis il s'est levé, puis il s'est en allé. Et le lendemain matin, quelle attitude il pouvait avoir? Ah, il était super gentil, comme d'habitude. Moi, je me suis endormi cette nuit-là, je pleurais, je me demandais qu'est-ce qui s'était passé. Puis le lendemain, bien, c'est pareil comme si de rien n'était. Puis il me disait qu'il m'aimait bien gros, puis ça, c'était notre secret, que je ne devais pas en parler à personne. Puis... Est-ce que vous l'avez revu après coup? Ben oui, ça a duré des mois, ça. Des mois? Oui. L'été, il m'amenait à son chalet du lac de l'Est à Coleraine. Puis là aussi, c'était la même chose. C'était les attouchements, les fellations, Et dans votre lettre, vous écrivez « J'étais paralysé ».
Oui. Expliquez-moi votre état d'esprit là, quand il commençait. C'était la panique? C'était comment vous vous sentiez? J'ai gelé. Vous étiez hors de votre corps? Je pouvais plus bouger. Je pouvais plus bouger. J'attendais que ça passe. C'était comme une épreuve. Parce que vous savez, je viens d'une famille extrêmement très pauvre. Puis des gâteries chez nous, on n'en avait pas. On était une grosse famille. Puis de la liqueur, puis tout ça. Il m'amenait en auto, puis de la crème glacée. On n'avait pas ça chez nous, là. Fait que... Puis au tennis, je pouvais pas jouer, j'avais pas de raquette. Il me prêtait la sienne, mais il y avait toujours un prix à payer pour ça. Et comment vous vous sentiez, vous, le lendemain? Là, parce que vous dites que ça a duré des mois. À chaque fois, comment vous vous sentiez quand vous vous réveillez le lendemain? Là? Bien, regarde, je voulais oublier ça. C'est fini, OK, je suis correct, là. Je suis bon pour un bout, là. Mais jusqu'au jour où je l'ai dit à ma mère, c'était trop fort. Je l'ai dit à ma mère, puis elle a dit, vas-y plus. Et ça a été quoi sa réaction? Vous lui avez dit vraiment, il fait des attouchements sexuels? Et il m'a dit, oui, c'est ça. Puis elle m'a dit, elle trouvait ça épouvantable. Elle dit, vas-y plus, reste ici. Elle dit, je veux plus que tu y ailles. Est-ce qu'elle est allée lui parler? Non. Elle était trop gênée, les curés en venaient trop large à ce moment-là? Non, vous savez, en 1969, là, on n'accusait pas un curé, là. Puis plus que ça, j'ai été remplacé tout de suite. Puis ma mère a appelé la mère de l'autre petit garçon. Puis la mère de ce petit garçon-là a dit à ma mère, Marie-Claire, t'es jalouse, parce qu'il s'occupe plus de mon gars que du tien. Elle avait pas voulu croire votre mère? Non. Et vous... C'était impossible qu'un curé fasse ça à des enfants. Et vous pensiez que cet autre enfant-là se faisait agresser lui aussi? Bien, c'est clair. Hey, il a été chez nous 4 ans, de 1969 à 1973. Puis on en a trouvé 6, dont 2 qui sont morts. Et c'est pour ça que vous êtes 4 à porter plainte. Là. On est 4 à porter plainte. C'est ça. Puis on peut pas parce que c'est prescrit. OK, on va reparler de ça tantôt, là, les prescriptions puis tout ça, là, parce que c'est le fond de l'affaire, mais histoire de comprendre. Les 3 autres, comment vous les avez trouvés? Est-ce que vous étiez parlé à l'époque? J'ai un copain. Non, moi, je pensais que j'étais seul à l'époque. On pense toujours que c'est juste nous autres qui est agressé, là. Mais j'étais sûr que j'étais seul. Mais avec des recherches, j'ai un copain avec moi qu'on a, lui, il a entendu parler d'un autre. Puis là, ben de fil en aiguille, tiens, celui-là aussi. Puis en parlant avec les autres, on en a trouvé 6. Et est-ce que les autres ont vécu à peu près la même chose que vous? Sensiblement. Sur les mêmes périodes de temps? C'est-à-dire qu'après 4 ou 5 mois, ils se débarrassaient et ils changeaient de victime? Il y en a un qui l'a pris à 8 ans, puis il l'a lâché à 21 ans. Arrêtez donc. Puis il saoulait pour abuser de lui, jusqu'à la veille de son mariage. À la veille de son mariage encore? Oui. Et même à 20 ans, il n'était pas capable de... Non, il était orphelin, le gars. C'est ça qui est difficile à comprendre. C'est que quand on est la victime par rapport à lui qui est l'autorité, c'est cette réaction où, vous l'expliquez bien dans votre tête, on gèle. C'est comme si vous étiez gelé tout d'un coup. Il l'a pris pour son protecteur. C'était juste lui, sa seule famille, c'était lui. Si vous voulez, il faut faire une pause et au retour, on va parler justement du problème que vous avez. C'est que vous voudriez porter plainte, vous voudriez qu'on ait réparation là-dedans, mais ça fait trop longtemps. On parle de délai de prescription, on en parle dans 3 minutes, après la pause. Avec moi, M. Pierre-Paul Bolduc, qui a été agressé quand il était jeune par le curé de la place où il demeurait à Thetford Mines. Dites-moi, M. Bolduc, vous l'expliquez dans votre lettre, ça a entraîné un tas de problèmes dans votre vie après coup. Là. Vous avez réussi à mettre un terme à ça. Votre mère a dit tu y vas plus, vous n'êtes plus à aller là-bas. Mais ça a entraîné des conséquences. Parlez-moi de ça. Là. Votre vie de couple ou vos vies de couple subséquentes ont été affectées. Ben oui, j'ai jamais été capable de croiser une fille. Imaginez, M. Lévesque, c'est ma première expérience sexuelle à vie, c'est avec un curé. Puis quand il a éjaculé sur moi, je pensais qu'il avait uriné sur moi. Je connaissais pas ça du tout, là. Puis là, je l'ai dit à ma mère, elle m'a dit « vas-y plus », puis on n'a jamais reparlé jusqu'en 2011. Comme un gros tabou. Moi, je suis pris avec ça, là. Ouais. Je fais quoi avec, là? J'ai jamais été capable de croiser une fille, jamais. Mais vous avez eu des blondes quand même. J'en ai eu. Je me suis marié, j'en ai eu.
C'est Mais sexuellement, c'était pas facile, de ce que je comprends de ce que vous avez écrit, là. c'est ça. Ça a jamais, ça a jamais fonctionné correctement? Ça a toujours été compliqué. Je n'étais pas capable d'être nu devant une femme. C'était impossible. En érection, je pouvais pas. Je me cachais. C'était toujours cette image-là qui vous revenait en tête. Ben, Là. regardez, tu sais, je n'étais pas capable de me débarrasser de ça. Puis encore, j'ai des problèmes avec l'autorité. Les personnes plus âgées, les personnes qui sont en situation d'autorité, je fige. Puis j'ai des problèmes de langage aussi, puis ça s'amplifie quand je suis nerveux, puis quand je suis confronté à des trucs comme ça. Vous dites que vous avez développé un bégaiement à la suite de ça. Absolument. Mais là, c'est quand même pas si mal. Je vous entends parler depuis tantôt. Là. Vous l'avez corrigé avec le temps? Je le contrôle beaucoup, mais il faut que je pense à tout ce que je dis, parce que si ça sort pas naturellement. Je suis pas capable. Et Faut que je fasse attention. Vous avez parlé aux trois autres que vous avez retrouvés là, dans vos recherches. Eux, Oui. quelles ont été leurs conséquences sur leur vie? Ah, ben je ne sais pas si vous avez eu, je pense que vous avez eu leur texte. Il y en a un qui dit t'aurais été mieux de me tuer à la place. Ouais. Il y en a un autre qui fonctionne. Il y en a un lui, qui a fini à 21 ans, là. Il s'est divorcé, puis il a eu des problèmes, lui aussi, hein, beaucoup. Fait que c'est... On peut pas effacer ça. On l'a dans les veines, on l'a dans la peau. Puis pour emprunter une voix, une expression que M. Tremblay m'a dit un jour, puis c'est exactement ça. La première fois qu'il m'a touché, il a installé une bombe en dedans, puis je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sauter. Et là, comme ça. C'est comme ça que c'est ça que ça fait. Vous voudriez quoi, là? Vous voulez poursuivre, mais l'homme est quand même décédé, là, ce prêtre-là. Oui, au criminel, je le sais que c'est impossible. Mais au civil, pour avoir réparation, on peut pas. Il y a le délai de prescription qui existe. Mais il est mort, lui. Vous voudriez poursuivre l'Église? Parce qu'ils l'ont déplacé. Ils l'ont déplacé. Après, chez nous, ils l'ont envoyé à un autre village, Saint-Jean-Baptiste-Vianney, d'où qu'on sait qu'il a agressé au moins une autre victime là. Il a été là quelques années, ils l'ont remplacé, ils l'ont envoyé à Duberger. À Duberger, il a été remplacé par M. Paul-Henri Lachance, lui qui a agressé Shirley Christiansen. Ils l'ont enlevé, ils l'ont envoyé à Beaupré. Beaupré, il était là 1 an. Ensuite, ils l'ont envoyé à Lévis, je crois, aumônier d'une congrégation religieuse. À 57 ans, il s'est pendu à son chalet où ce qui m'amenait à 60 ans. Ah, il s'est pendu. Oui, puis c'est une de ses victimes, celle-là de 21 ans, qui a été voyons, l'identifier à la morgue. Mais vous pensez que l'Église le protégeait? Mais si les gens agissaient comme votre mère, et à cause de l'omnipotence de l'Église à l'époque, ne déposaient pas de plainte, peut-être que les autorités ecclésiastiques n'en étaient pas informées? Ben voyons donc. Ben voyons donc. Ça? Ben pas en tout. Voyons donc. Ça se fait à la grandeur du monde, on le sait. Ça se fait partout. C'est le modus operandi qu'ils ont. C'est ça qu'ils font. Quand ça vient trop chaud, ils l'ont fait. D'ailleurs, M. Lacroix l'a dit sur le journal sur le Soleil, je crois. Il dit qu'on a eu des grosses fautes, on les déplaçait. On le sait que c'était une erreur. Ils veulent corriger ça. Donc, faites pour. Faites pour. Mais qu'est-ce que vous voudriez, là? Vous voulez poursuivre, là, mais vous ne pouvez pas le faire parce que ça fait trop longtemps, là, parce que c'est prescrit. C'est prescrit, puis là, j'ai envoyé une lettre à Mme Marois pour effacer le délai de prescription, pour permettre aux victimes comme moi, parce qu'il y en a beaucoup, une à grandeur du Québec, qui ont été agressés, puis qui ne peuvent pas, puis ils ne sortiront pas parce qu'ils savent qu'on ne peut pas avoir réparation présentement, parce que le délai de prescription existe. Ils ont mis ça à 30 ans, mais 30 ans pour les nouvelles victimes. Les gars comme moi, là, puis mes trois autres chums, c'est terminé. Toi, tu t'arranges avec ce que tu as. C'est fini. Est-ce que ça vous guérirait vraiment que d'avoir un montant, je ne sais pas quel montant, mais de l'Église? Est-ce que c'est vraiment ça participerait à votre guérison, compte tenu du fait que c'est un autre gars qui vous a fait mal? Il est mort, là, mais c'est lui qui vous a fait mal. Monsieur l'évêque,
Il faut que je consulte. Là, je le sais. Depuis que j'ai sorti, j'ai des comportements. Il faut que je consulte, puis vous savez que ça coûte assez cher. Je n'ai pas les moyens de faire ça. Puis, une autre chose, si je vais briser votre clôture chez vous, là, si je vous dis, ah, ben excusez-moi, je vais prier pour vous, vous allez me dire un instant, là, mon petit gars, tu as brisé ça, tu vas réparer. Mais eux autres, ils ont brisé des enfants, ils ont brisé des vies, puis ils s'en sortent impunément. Ils se cachent en arrière du délai de prescription. Mais pourquoi vous avez attendu si longtemps? Vous pensez, monsieur, que ça se dit facilement de même, ça? Ça m'a pris 43 ans pour le sortir, puis les études le démontrent. Qu'est-ce qui vous a fait? Qu'est-ce qui a fait? C'est quoi la goutte qui a fait déborder le vase? Qui a fait qu'un jour, vous avez dit, OK, je porte plainte? Je travaillais sur un de mes copains qui m'aide beaucoup à cheminer là-dedans. Je faisais des travaux après sa maison, puis il me parlait justement du curé Bégin qui avait agressé un petit gars dans la paroisse, puis tout ça. Là, j'y ai dit, ça a sorti comme ça. J'ai dit, Roger, j'ai passé, moi aussi. C'est là que ça a sorti. Et à partir du moment où vous l'avez dit à une personne, vous sentez le besoin d'obtenir réparation. Vous voulez aller plus loin, là. Bien, monsieur, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? C'est un acte criminel qu'on m'a fait, puis qu'on fait aux victimes. Ah ça, non, je comprends très bien, mais c'est parce que le point, c'est que le gars qui a commis l'acte criminel, il est mort. Oui. Et vous voudriez poursuivre ses employeurs de l'époque, là. Parce qu'il est au courant. Il est au courant, ils sont plus coupables que lui. Et qu'est-ce qu'on vous dit du côté des autorités religieuses? Avez-vous eu un feedback, quelque chose? J'ai envoyé une lettre à M. Cyprien Lacroix, puis il l'a eu l'été. Puis là, il m'a envoyé une réponse, comme de quoi que c'est la période estivale. On va vous redonner une réponse à l'automne. Oh. C'est le même qui traite les victimes. Monsieur. Puis là, à l'automne, c'est quand même... À l'automne... Il fait fret pas mal pour l'automne. Bon. Puis à l'automne, il m'a renvoyé une réponse en me disant qu'il va me faire rencontrer 5 bénévoles. Qu'est-ce que ça va faire, 5 bénévoles? Vous le voyez dans le procès des Rédemptoristes. Pour les victimes, ils servent de bénévoles, mais pour eux autres, ils payent des avocats à fort prix. C'est de même que ça marche. Donc là, vous demandez à la première ministre elle-même de reviser la loi pour que la prescription n'existe plus. Monsieur l'évêque, il y a eu un procès semblable à ce que j'ai vécu, à peu de choses près, en Nouvelle-Écosse, à Halifax, dans les années 2010-2011. 3 prêtres, décédés eux autres aussi, qui ont fait 6 victimes. En Nouvelle-Écosse, il n'y a pas le délai de prescription. Ils ont poursuivi au civil et ils ont été... le diocèse a été obligé de payer. En tout cas, c'est une demande importante et significative que vous faites. J'ai hâte de voir ce que Mme Marois va dire. J'ai pas eu de réponse encore. En tout cas, vous faites bien de le faire sur la place publique. Vous risquez d'avoir plus de réponses. Merci beaucoup, M. Bolduc. Bonne chance. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir. Et sur le retour, un petit Jean vient pour aller en 3 minutes. À tout de suite.